toutes et tous, vous écoutez un nouvel épisode de The Pulse, votre podcast dédié au journalisme culturel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une émission qui aura pour thématique raconter le journalisme en bande dessinée. On fait ce podcast à l'occasion de la sortie de l'album Robinson à Pékin, sorti chez Urban Graphic, et donc on est en présence des deux auteurs de cette bande dessinée. Donc j'ai avec moi le scénariste Eric Meyer, qui est également un journaliste. Bonjour Eric. Bonjour. Et nous avons également Aude Massot, qui est la dessinatrice de cet album. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, on va commencer très très simplement puisque on est déjà super content de vous avoir dans The Pulse pour que vous racontiez un peu le travail qu'il y a derrière cet ouvrage. Donc d'abord, simplement une rapide présentation. Qui êtes-vous, Eric ? Je commence par vous. Qui êtes-vous, Eric ? Je suis un journaliste international. J'ai passé les 10 premières années de ma carrière à Bruxelles, dans le milieu du marché commun de la Belgique et de l'OTAN. Et ensuite, je suis parti en Chine, où j'ai passé les 32 années suivantes, à commencer presque tout de suite par le printemps de Pékin et le massacre de la place Tiananmen, suite à quoi j'ai vu et suivi en des centaines ou des milliers d'articles écrits dans ces 32 ans pour la radio, pour la presse écrite, pour la Suisse, la Belgique, le Canada, la France. J'ai suivi le développement de la Chine socialiste vers un système plus, de marché et plus capitaliste, sans le dire. Très bien. Et Aude, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi pour nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai fait de la bande dessinée depuis une dizaine d'années. J'ai fait beaucoup de bandes dessinées autobiographiques et de récits journalistiques également. J'ai publié notamment Québecland en 2013 aux éditions Sarbacane, où je racontais justement la vie de deux expatriés à Montréal. Et puis après, j'ai fait Chronique 215 toute seule, qui raconte un petit peu l'histoire du SAMU social et puis comment les équipes maraudent sur Paris. Et ensuite, j'ai travaillé avec un journaliste qui s'appelle Karim Lebourg. On a fait une saison à l'ONU qui est sortie il y a 3 ans. Et puis ensuite, j'ai fait la rencontre d'Eric pour le projet Robinson à Pékin. D'accord. Alors, avant de parler de la bande dessinée, je vais un peu juste revenir sur les débuts de votre parcours à Pékin. Pourquoi vous étiez parti là-bas ? Parce que vous le mentionnez quand même au début de la bande dessinée, c'est que vous en aviez un peu marre du journalisme que vous faisiez à Bruxelles. Mais du coup, pourquoi cette envie de partir aussi loin ? En fait, mon journalisme de l'époque était d'abord extrêmement concurrentiel, c'est-à-dire qu'on devait partager une même information qui était très plate et très, très ennuyeuse sur le marché commun, les prix compensatoires agricoles entre différents produits. Il y avait la montagne de lait, la montagne de beurre. Euh, la Commission européenne organisait des conférences régulières entre les ministres des États membres pour fixer les prix de cette politique agricole commune. Et on appelait ça du journalisme. Chaque pays se battait d'une manière un peu ridicule pour avoir un peu plus d'argent, c'est-à-dire que l'autre en ait un peu moins. Et nous, on était supposés faire des articles là-dessus qui ne parlaient absolument pas d'aventure et qui n'avaient rien d'exaltant, même comme idéal de vie, quoi. Et donc, j'ai eu envie de partir. Puis, il y avait aussi l'influence à l'époque j'étais encore au mai 68 art. J'ai connu mai 68 comme adolescent en quelque sorte. Et on disait à l'époque, je ne veux pas mourir idiot. On disait aussi, je veux découvrir la face cachée de la planète Terre. C'est le genre de symbole de slogan qui traînait à l'époque, qu'on avait tous dans la tête en tant que jeunes. Et j'avais envie d'aller voir le bout du monde. C'était difficile de s'intégrer là-bas, de découvrir un pays qui, à l'époque, alors moi je n'étais même pas vivant en fait, c'était parce que vous n'aviez pas beaucoup d'informations qui venaient de là-bas. Justement, il y avait très peu de reporters installés sur place et vous êtes même du coup le premier pigiste indépendant à avoir été expatrié. Tout à fait. Donc là, si vous voulez, pour choisir la Chine, je me demandais quel serait le pays, l'inverse de là où j'étais. Ce Bruxelles m'apparaissait comme un gros fromage et on était les petites souris à l'intérieur. On ne voyait pas trop le monde à travers ce prisme. Et je demande à une copine qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, une américaine, quel est le pays d'Asie
où la vie va être très difficile, où tout est à construire et où pour le coup, il n'y aura pas énormément de ni confort ni concurrence, mais où par contre, on aura des aventures tout le temps, des choses à vivre, à créer. Et elle m'a dit, il me semble que tu es en train de faire le portrait de la Chine. Et ça m'a frappé au cœur. Je me suis dit, tiens, j'y avais même pas pensé à ce pays-là. Je dis, d'accord, on va aller voir. Puis on a été voir, puis on a été tout à fait conquis. Et dès l'arrivée à Pékin, une première fois, premier voyage de découverte en 86. Et après, on est revenu en 87 pour de bon, là. Et je pensais pas que je serais là pour 32 ans, mais je pensais... Vous pensez que vous étiez là pour combien de temps quand vous avez... J'avais dit à Brigitte, on sera là pour... Attends-toi à 10 ans, quoi. Et elle a dit, oh non, c'est pas possible, 10 ans, on le fera pas, c'est beaucoup trop long. On a dit, bah, écoute, on verra. Et alors, vous expliquez que les journalistes en Chine sont pas du tout bien vus, que vous étiez pour eux comme des sortes d'espions? C'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas de... on est très bien vu, mais en tant qu'espion. C'est-à-dire que la chaîne vous définit un rôle. On ne connaît même pas notre rôle en arrivant. On pense qu'on va chercher de l'information, la convertir avec une analyse, l'envoyer pour un journal et moyennant un salaire, quelque chose. Mais la réalité que les Chinois ont un mot qui vient de très très loin, du passé, de l'époque des royaumes combattants, où le journaliste c'est un espèce d'émissaire, un personnage douteux, et qui va obligatoirement trahir la Chine pour le compte d'une puissance étrangère. C'est notre fonction, mais en même temps, dans cette vision livresque et moyenâgeuse des choses, cet émissaire douteux, il faut l'accueillir très très bien et le mettre dans un endroit où il soit hors d'état de nuire, mais en même temps un espèce de palais doré, quoi. Oui, parce enfin, on n'a pas envie de vous raconter forcément tout ce qui se passe, et en même temps, vous aviez accès à des produits ou à des services qui étaient interdits au reste de la population. Oui, surtout au début, c'est clair. Mais vous avez dit combien de temps a-t-il fallu pour s'intégrer en Chine? Je répondrais que je ne suis pas sûr de m'être jamais intégré en Chine, même au bout de 32 ans. C'était mon logement où je me sentais plus confortable qu'en France. Mais par contre, par rapport à la population, c'était toujours une série de droits et de papiers. Même les papiers d'identité n'étaient pas les mêmes, les droits. On n'avait pas le permis de résidence. On était logé dans une résidence à part avec des flics à la porte. On était toujours vu comme un personnage curieux, mais ceci mis à part, ils reconnaissaient notre culture, notre niveau d'éducation, l'intelligence, l'aspect d'aventure et de courage pour venir ici. C'était reconnu, ça. Et il y avait de l'admiration aussi par rapport à ça. Et alors, d'un point de vue journalistique, comment on pratiquait à cette époque-là? Comment vous conversiez avec la France, sachant qu'on était quand même à un moment où le tout Internet, le tout réseaux sociaux n'existait pas encore. Donc, c'était quand même aussi une façon de faire qui a dû évoluer également et que vous avez pu voir évoluer en 30 ans. Tout à fait. Alors, sous l'angle thématique, toute honte bu, comme jeune journaliste déboulant d'Europe et sans aucun contact, même la langue n'était pas formidable. Alors, j'allais voir les copains du bureau de l'AFP, de Reuters ou de UPI et j'allais voir quelle était la nouvelle du jour, que tous étaient en train de tourner en boucle. Et moi, je la lisais, je l'étudiais et je faisais mon analyse. J'essayais aussi de parler avec les gens dans la rue, j'allais dans une librairie et j'essayais de parler avec eux, de les inviter à dîner le soir ou de bavarder. C'était très limité parce il y avait la langue qui posait un problème, mais aussi la peur de cet étranger, de se mouiller par rapport à la police, des choses comme ça. Mais on arrivait à faire des petites choses. Donc, ça partait des deux thèmes, à la fois ce que les grandes agences avaient pré-mâché pour nous, et que les journaux ou les radios pour lesquels je travaillais n'avaient aucune idée que ça existait. Donc, je pouvais transmettre cette info en lui donnant mon coup de patte, mon coup de griffe, ma vision. Je choisissais aussi mon sujet, bien sûr. Et ensuite, pour la radio, on prenait le téléphone, on faisait un PCV et on dictait par téléphone. Enfin, on prononçait son article, son bobino par téléphone. Ou alors, si c'était pour la presse écrite, vers 8h, 9h du soir, à vélo, j'allais dans un grand hôtel et ils avaient déjà des fax en 87, 88, 89. Mon premier fax personnel, je l'ai eu après 89.
Là, c'était beaucoup plus facile. Mais sinon, tous les soirs, de 9 à 11, j'étais dans ces grands hôtels au Business Center et je me débrouillais pour envoyer. Il y avait un journal, Ouest France en l'occurrence, qui m'avait donné une carte de Telex internationale et je retapais mon papier entièrement par Telex et ça défilait comme ça. C'était une époque vraiment héroïque, quoi. Et comment vous avez pu apprécier alors les changements de la technologie, notamment parce que ça a été du coup plus facile de pratiquer votre métier de journaliste depuis la Chine? Oui, évidemment, il y a eu un âge d'or. Je dirais que pour tout journaliste, l'essentiel n'est pas du tout la facilité de transmission ou même la facilité d'obtenir l'info. C'est qu'est-ce qu'on attend de nous en Europe, en France. Est-ce qu'il y a une grosse demande pour ce que j'ai à raconter? Parce que la Chine est un pays merveilleux, fascinant, déroutant et stupéfiant. Les réactions ne sont jamais celles qu'on attend. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Les gens ne réagissent pas pareil. Et ils ne vivent pas pareil non plus. Et rien que raconter tout ça, c'est une épopée de tous les jours. Est-ce que l'Europe, la France a besoin de ça? Je dis qu'à l'époque, oui, totalement. Aujourd'hui, certainement beaucoup moins. Ensuite, la technique, tant pis si on perd 2 heures par jour pour envoyer le papier. L'essentiel, c'est de gagner de quoi continuer l'aventure demain, quoi. Le métier de journaliste, vous le percevez comment? C'est quoi le but? C'est vraiment c'est de transmettre de l'information, c'est de raconter des histoires, de faire vivre quelque chose avec différents moyens, que ce soit à l'écrit, par la radio. Il faut faire de tout cela à la fois. Si on transmet un papier sec, sans aventure, sans couleur, ça fait de l'AFP. C'est pas très rigolo. D'ailleurs, le papier de l'AFP est fait pour être retravaillé par le journaliste en rédaction en province ou à Paris. Moi, j'essayais de mettre le papier en l'humanisant, en mettant de la couleur et en essayant de me situer par rapport à l'information. Il y a aussi la technique de l'écriture qui compte beaucoup. Un papier radio, c'est 1 minute. Parfois, on m'a demandé des papiers de 40 secondes, quoi. Ça arrive. Le papier presse écrite, c'est entre 1000 signes et 3000 signes, parfois 5 à 7000 signes, mais là, ça devient des articles, des dossiers, des enquêtes beaucoup plus importantes. Mais tout ça, c'est de la cuisine maison. En fait, quand on est en Chine, on doit travailler pour gagner sa vie entre presse écrite, presse orale. Les textes sont presque les mêmes, mais on joue de l'accordéon. C'est-à-dire que l'article peut être plus court ou beaucoup plus long. On a un article court, on va le faire long. On rajoute des anecdotes, on met plus d'analyse, on peut plus de choses pour décrire, pour envelopper. On a un article long, il le faut court, on taille dans le lard, on lui taille les moustaches et on le fait tenir dans la minute et ça marche très, très facilement. Au bout de quelques années, on a appris comment faire ça, quoi. C'est ça qui est drôle d'ailleurs, de changer en permanence. On parle aux Belges, on ne parle pas de la même manière aux Suisses ni aux Français et pas dans les mêmes longueurs. La radio, ce n'est pas la presse écrite et chaque fois, c'est renouvelé. En fait. Et du côté du pouvoir chinois, par contre, il n'y avait aucun souci avec ce que vous transmettiez. Il n'y avait pas... parce que vous dites quand même aussi que vous êtes espionné en permanence. Oui. Donc, il y avait, par contre, vous n'avez jamais eu de souci à pouvoir transmettre n'importe quel papier à vos confrères? Eh bien, je dirais que pour moi, absolument pas. Ça a été une des grandes surprises. J'ai été plusieurs fois convoqué par le ministère des Affaires étrangères et en 10 ans, on a essayé 6 fois de m'expulser de Chine. Oui. Une des fois est racontée dans cette bande dessinée que nous présentons aujourd'hui, Robinson à Pékin, comment est-ce qu'on essaie de m'expulser et comment ils y arrivent pas, quoi. Mais je n'ai vraiment pas été embêté pour ce que j'écrivais par la Chine. À la limite, la difficulté pourrait être par rapport au journal qui voulait plus court ou qui voulait qui voulait que je raconte moins de choses dedans pour laisser de la place à d'autres dans le journal pour faire le message théorique et moi je fais la couleur à côté. C'est plutôt côté France que j'aurais des difficultés. Exemple, on vous demande de parler de droits de l'homme. Si vous allez dire dans un article qu'il y a eu plein de sang, que la police est arrivée avec un casque à pointe à 3 heures du matin pour arrêter les gens et les mettre en prison, là, c'est un article qui passera tout de suite. On aime beaucoup. Si vous dites que mais non, pas du tout, personne n'a été arrêté, il n'y a pas de prison, vous décrivez une usine qui a inventé des méthodes de
de production dont on n'a pas d'idée en France, très, très différentes. Alors là, ça intéresse quand même moins, quoi, vous voyez. Donc j'aurais plus un genre de censure dans ce style-là, venant de la France, que de la Chine. Par contre, les gens de l'AFP ou de Reuters, eux, ils ont été convoqués assez souvent par le ministère des Affaires étrangères chinois parce que c'est un média de masse très important et puis peut-être simplement parce qu'ils sont sur un fichier et les petits journalistes de la presse régionale ou écrite, ce que j'étais, eux, on les regarde un petit peu moins, on est moins dans le collimateur. En tout cas, je n'ai pas été trop embêté au niveau de ce que j'avais à écrire. Vous aviez pu rencontrer des journalistes chinois du pays. Est-ce que même on peut dire que le journalisme en Chine existe par rapport à ce qu'on sait de la façon dont le gouvernement justement contrôle l'information? Ce sont deux questions très différentes. Les journalistes sont en très grand nombre en Chine et les médias en très grand nombre aussi. Je crois qu'on parle de, par exemple, 30 ou 40 000 médias de presse écrite et 2 000 télévisions en comptant les réseaux de télé par câble. C'est quand même très important. J'ai des groupes comme Shanghai Media Corporation. Je crois que c'est 40 000 bonshommes dedans. Entre des journaux, il y a plusieurs très gros titres dedans, mais il y a aussi des médias qui vont faire du journalisme pour les petits-enfants. Ça pourrait ressembler un tout petit peu à un groupe d'Argo, mais en beaucoup, beaucoup plus gros, en immensément plus gros. Et il faut qu'ils vendent de la copie. Et il doit y avoir des bagarres assez intéressantes entre eux et les idéologues, et les gens du parti qui sont là pour censurer. Parce que censurer, c'est très bien, et les journalistes sont tout à fait d'accord pour être censurés, ils s'en fichent, Ah bon? au sens où s'ils peuvent vendre leur copie. Mais si c'est tellement censuré que ça devient insipide, incolore et inodore, ils ne vendent plus rien. Donc, et en plus, les propriétaires du média, c'est le Parti communiste lui-même qui va donc s'appauvrir en censurant trop. Donc, ça donne des contradictions assez amusantes. J'ai rencontré, oui, des journalistes assez souvent qui ont toujours eu un assez grand... Alors, les jeunes ont un grand respect pour nous, immense. On est en tant que journaliste étranger, on est un peu un idéal pour eux. Ceux qui sont plus vieux ou très hauts dans la machine, au contraire, eux nous regardent de très haut et ils ont... souvent, les patrons de la presse ou des journaux, ils sont tellement idéologiques que c'est plus des journalistes. C'est des membres du parti qui sont là pour surveiller que le journal suive la ligne. Alors eux, le dialogue est très compassé, on ne s'attend à rien et on n'obtient rien et ils n'obtiennent rien de nous non plus. C'est presque la guerre froide, quoi. Les jeunes, oui, mais on ne causera pas beaucoup. Parce que je vous dirais que moi, en tant que journaliste, je vais leur fiche la paix pour qu'ils n'aient pas d'ennui. D'accord. Et on peut à peu près rien dire. Ça. Je pense que si on a parlé plus d'un quart d'heure, ils vont être approchés par de la police secrète qui va leur demander ce qu'on a dit. Si on se voit 2 fois de suite, ils vont dire on va passer te voir tous les temps de temps pour que tu nous fasses un rapport, un truc comme ça. Donc, et ça, c'était le cas quand vous êtes arrivé? C'était encore le cas au moment de partir du territoire? De plus en plus. Et de plus en plus? Oui. Sous Xi Jinping, hein, depuis l'arrivée de Xi Jinping en 2013, on est revenu à une époque style révolution culturelle où on suit un idéal maoïste qui avait disparu sous Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'était la réforme. En réforme ouverture. Le principe s'appelait la politique de réforme et d'ouverture. Donc d'ouverture au monde, de faire des expériences pour découvrir comment le monde fonctionne. Et maintenant, ils disent on n'a plus rien à découvrir, on sait tout. Et le projet, c'est le sauvetage du Parti communiste pour des siècles, pour toujours. En fait, tant qu'on sera unis et très dur, tolérance zéro avec qui que ce soit, on gardera le pouvoir. Et si on fait la moindre concession, ce sera à la Gorbatchev, on perdra le pouvoir. Donc, et donc, c'est de plus en plus, en ce qui nous concerne, on est surveillé. Et ces petits jeunes journalistes qui sont adorables et qui simplement ils savent que s'ils ne font pas comme on leur dit, ils perdront leur job en gros. D'accord. Est-ce que vous avez pu voir aussi pendant ces 3 décennies de voir comment la culture ça fonctionne là-bas, et le journalisme culturel, comment on parle de culture en Chine? Il y a énormément de bon, vous savez pas que le journalisme, les écrivains par exemple ont des sites internet où ils mettent leurs livres gratuitement.
certains décident de faire comme ça, ce qui est une assez bonne idée parce que de toute manière, les droits de l'auteur, les droits d'auteur sont très peu respectés en Chine. On est piraté presque tout de suite. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux donner, comment dire, donner son livre à lire à tout le monde. Alors, il y a une énorme inventivité et imagination au pouvoir au niveau de la création culturelle, notamment via Internet et à travers avec un ordinateur et un écran. On copie beaucoup la Corée, Hong Kong, le Taïwan, le Japon. Et il n'y a pas de frontières pour ces choses-là. Et on fait des ressucées joyeuses sans se préoccuper de droits d'auteur. Donc, c'est du pur piratage. Mais il y a des compagnies chinoises qui font des séries complètes même on va tourner une deuxième fois une certaine scène pour se conformer à la demande de la censure, pour adoucir des propos ou faire disparaître toute tonalité politique s'il y en a, ou s'il y a trop de sexe. Par exemple, la Chine est assez prude sur ces choses-là, donc habiller un petit peu plus l'actrice ou l'acteur, des choses comme ça, c'est tout à fait faisable aussi. Donc, je dirais une très forte créativité pour inventer des produits nouveaux où on peut tout à fait mêler l'information culturelle avec le jeu, par exemple. Un jeu où le joueur doit mettre un petit peu d'argent pour gagner des bonus, des tokens, des doublons, des trucs comme ça à la mode chinoise ancienne, et en parlant de culture. Enfin, vous avez aussi l'aspect politique, très important. Par exemple, on étudie beaucoup la pensée de Xi Jinping, le président actuel. Fait comme à l'époque de Mao, les gens sont supposés, il y a une application que tout le monde devrait avoir téléchargée, vous avez des jeux dedans. Et vous pouvez gagner un café par mois, un café américain, quoi, à condition de savoir répondre bien, de savoir replacer une citation de Xi Jinping correctement, des choses comme ça. Et on va mêler sans aucun complexe de la littérature avec de la politique ou avec de l'art écrite, avec de la bande dessinée, avec ce que vous voulez. D'accord. Je me tourne vers vous, Aude, maintenant, pour un peu retracer votre parcours et votre rapport à la bande dessinée. À partir de quel moment vous avez commencé à vouloir en faire et même à en faire? Comment Moi, c'est venu? j'ai toujours voulu faire ça, en fait, depuis que je suis petite. C'était un peu une obsession. Mes parents étaient férus de bande dessinée, donc ils avaient une grosse bibliothèque. Je lisais tout le temps des BD chez eux. Et puis, j'étais assez déterminée. D'ailleurs, mes parents étaient assez surpris par ça, mais ils m'ont toujours encouragée. Et du coup, j'ai fait une école d'art, en fait, après, qui s'appelle Saint-Luc, qui était à Bruxelles, et qui était d'ailleurs dans une filière de bande dessinée, donc très spécialisée. Et puis en sortant de l'école, voilà, j'ai commencé à monter des projets, à les proposer aux maisons d'édition. J'ai commencé par une petite maison, et puis après, au fur et à mesure des projets, j'ai pu avoir la chance d'éditer chez des plus gros éditeurs. Donc pour le coup, c'est une carrière qui se construit petit à petit, qui prend du temps, puisque ça fait quand même plus de 10 ans que je fais ça. Mais en tout cas, ma détermination, elle est toujours présente, et c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc voilà. Puis c'est quand même une expérience qui, je dirais majoritairement, en fait, est dans une forme de bande dessinée presque, enfin documentaire, hein, en fait, parce que vraiment vous racontez à chaque fois des récits de vraies personnes, ce qu'elles ont réellement vécu. Il y a vraiment quelque chose que la bande dessinée peut apporter en tant qu'art, en tant que médium, dans cette approche-là, dans le documentaire? Oui, alors moi, je me suis pas tournée tout de suite vers le documentaire, d'ailleurs, puisque j'ai commencé par faire de la fiction. Et puis en fait, ça correspond assez bien à ma personnalité, parce que moi, j'adore voyager, je rencontre plein de gens et j'adore sortir de mon milieu. Je suis pas une dessinatrice qui aime rester tout le temps chez elle, comme on a l'image d'Épinal du dessinateur qui reste tout seul derrière son bureau pendant des mois et des mois. Moi, au contraire, j'adore sortir, voyager, rencontrer des gens, et notamment le monde du journalisme, c'est quelque chose qui m'a toujours assez fascinée. Et au fur et à mesure des rencontres, ça s'est venu un peu naturellement. Et je trouve que la bande dessinée est un médium extraordinaire pour raconter les récits journalistiques, parce que d'une part, c'est un médium entre la littérature et le cinéma.
Et par le biais de l'illustration, on peut faire passer des dimensions beaucoup plus allégoriques aussi, qui apportent un plus. Et les récits sont incarnés. Souvent, c'est pour ça que moi, je fais des récits croisés journalistiques et autobio. Et c'est ça que je trouve super intéressant. C'est que finalement, le récit journalistique incarné par un personnage principal donne une dimension aussi plus fictionnelle qui apporte un plus dans le sens où le lecteur va s'identifier à un personnage et va plonger dans un univers et va pouvoir comprendre pas mal de choses, de thèmes, etc. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de raconter, par exemple, la vie d'Éric par ce biais-là. Ah, justement, par rapport à ça, comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait alors? Nous, en fait, on s'est rencontrés par le biais de notre éditeur. Ouais, qui vous a mis en contact On se alors? connaissait pas. Moi, je connaissais pas la Chine. Eric, voilà, on s'est rencontrés à la fin de tes 30 ans en Chine quasiment. Donc, tu avais déjà un long passé derrière toi. On n'a pas le même âge, on n'est pas de la même génération. Donc, après, on s'est rencontrés et puis le courant est bien passé. On a commencé à travailler sur ce projet. Ça a été quand même 4 ans de travail. Ça a été assez long. Après, j'ai eu la chance du coup d'aller voir Eric à Pékin avant qu'il parte. Donc, j'étais super bien accueillie. Il a pu tout décoder pour moi, faire le traducteur, m'expliquer tous les lieux, etc. À vélo. Donc, et j'ai fait beaucoup de vélo parce que Eric est inépuisable et donc j'ai fait des kilomètres. En sortant de l'avion, j'étais déjà sur un vélo, donc au milieu de centaines et de centaines de Chinois qui roulaient super vite et j'étais au secours. Après, elle a compris Non, mais des choses qu'on avait à raconter, quoi. Ça a été une immersion. Voilà, j'ai pas eu le temps de poser un pied à Pékin que j'étais déjà dans le bain, quoi. Donc c'était génial. Parce que c'est vrai que vous aviez déjà écrit pas mal d'ouvrages, et notamment, en fait, il y a déjà un livre que vous avez écrit qui s'appelle Robinson à Pékin, qui raconte vos 3 premières années en Chine. Donc, c'est l'adaptation en BD que vous faites? En fait, pas du tout, non. Non. Okay. Ça l'est devenu à la fin. On a commencé à se référer à ce livre par rapport aux matériaux qu'il contient. Mais ça ne s'est pas passé comme ça au départ. Il y avait un agent littéraire qui passait très régulièrement en Chine, un garçon de Paris, qui est venu me voir en me demandant d'emblée, il y a 10 ans de ça, est-ce que ça te dirait de faire une BD sur ta vie en Chine? Et je dis non. Et il dit, pas de problème, on va déjeuner ensemble, et on est devenus copains et tout. Puis il revient l'année d'après, il me dit, ça te dirait de faire une BD en Chine? J'ai dit, non, pas du tout, mais écoute, j'ai un truc à te proposer, tu pourrais faire une introduction d'un manga qui parlait des 3 royaumes. Un manga qui parlait des 3 royaumes. Et ce manga était très complexe. Les 3 royaumes, ce n'est pas une histoire simple. C'est un très grand roman classique de chevalerie chinoise du Moyen-Âge, quoi. Et je l'avais lu, donc j'ai fait cette intro. Et puis, désolé. Pas de souci. Oula. Mode avion, Eric. Mode avion. Oui, on va. Voilà, désolé. Tu pourras remonter. Ouais, là, il y aura un blanc, donc je saurai retrouver. Puis je me suis noté le timecode. Bon, voilà. Pas de souci, vous pouvez reprendre votre phrase. On reprend. Donc, en gros, j'ai fait cette BD, et la fois d'après, il m'a dit, et maintenant, tu voudrais pas faire une BD sur toi? J'ai dit, toujours pas, mais je veux bien en faire une autre. J'ai un sujet qui m'intéresserait. C'était une histoire maritime de piratage en mer. C'est une BD qui est toujours en cours, qui paraîtra probablement, je ne sais pas trop quand, mais bon, peu importe. Et petit à petit, si je disais non, c'est parce que c'est très difficile de parler de sa propre vie, et je ne me vois pas comme quelqu'un qui fait un autoportrait. Je témoigne de la Chine. C'est ça que je veux faire. Montrer, même avant de partir, je voulais rapprocher, essayer de contribuer à rapprocher les 2 continents, dire que les 2 peuples ont les mêmes aspirations, les mêmes espoirs, les mêmes désirs. Ils vivent sous des idéologies différentes et des latitudes différentes, mais en gros, donc il n'y avait pas de place pour faire mon portrait là-dedans. Mais je me suis rendu compte petit à petit que parler un petit peu de soi sous prétexte de parler, ou pour aider à parler du pays où tu es, c'est un assez bon mariage en fait. Et donc j'ai fini par accepter de le faire. Et là, j'ai rencontré Aude et on a commencé à bosser ensemble.
Alors comment ça s'est fait justement le travail? Parce que effectivement, moi j'ai noté à la fin qu'il y avait le carnet de voyage donc, qui montre que vous êtes parti en Chine, mais ça s'est pas fait au tout début de la collaboration pour que vous puissiez vraiment visualiser en fait à quoi ça ressemble Pékin, au-delà d'avoir juste, j'imagine, des tonnes de photos ou de films que Eric aurait pu vous transmettre. Le voyage est intervenu quand dans l'élaboration du projet? Plutôt quand même vers le début. Ouais. Après, on avait déjà échangé un peu avant, puisque Eric, comme il a écrit beaucoup de textes et puis il avait déjà enregistré beaucoup de choses, j'ai pu prendre connaissance de toute cette matière, évidemment. Mais c'est vrai que le voyage en Chine a été nécessaire dès le début, parce que très vite, il faut quand même voir les lieux, se les représenter pour pouvoir voilà, bien les dessiner, etc. Moi, quand je fais une bande dessinée, en général, j'ai quand même besoin de m'imprégner du lieu tout de suite. Ça n'empêche pas d'avoir déjà pensé à la structure avant, etc. Mais quand on arrive sur du concret, voilà, la place Tiananmen, si vous l'avez pas vue en vrai, vous pouvez pas voir l'immensité que ça représente. Les millions de gens qui peuvent se déverser sur cette place, c'est hyper impressionnant. Donc ça, c'était vraiment nécessaire que j'aille sur place. Attends, vous en avez pensé quoi du coup de la Chine, de Pékin? Moi, j'ai été très touchée par la population chinoise, en fait, très vite. Parce que, en fait, quand on arrive là-bas, on se rend compte que les gens vivent beaucoup dehors. Et donc, Eric, quand je suis arrivée, il m'a tout de suite. J'étais en plein jet lag, décalage horaire et tout. Et il m'a fait: Tu poses ta valise, on prend un vélo, on va aller voir. Moi, j'ai fait OK. Donc, on est parti au parc. Et puis là, ce qui était très amusant, c'est de voir toutes ces personnes âgées qui se réunissent, qui font des jeux, des chorales, du tai chi, etc. Et du coup, j'ai eu une impression très chaleureuse, en fait. Et je m'attendais pas du tout à ça. Puisque, en général, quand on parle de la Chine, on a quand même beaucoup de ressentiments négatifs. C'est une dictature, donc on se dit, voilà, ça va être un peu tendu, Ouais, hostile. etc. Et en fait, j'ai pas du tout ressenti ça. Moi, j'ai ressenti beaucoup de chaleur. Je sais. Alors moi, je parle pas chinois, donc Eric me faisait la traduction tout le temps, mais je suppose qu'on peut pas parler librement de tout avec les autochtones, mais par contre, on peut très bien s'arrêter et discuter avec n'importe qui dehors de choses et d'autres, et les gens sont très ouverts, accueillants. Donc ça a été vraiment mon ressenti, voilà. Après, dans les faits plus généraux, évidemment que si on habite là-bas, et Eric le raconte très bien dans l'album, on n'est pas libre de tout. Et surtout pas de parole, mais en tout cas, c'est pas forcément un pays qui a l'air, enfin en tout cas à Pékin, parce qu'après la Chine c'est grand, mais Ouais. qui n'est pas hostile aux étrangers comme ça, de but en blanc, quoi. C'est-à-dire que vous aviez dû prévenir les autorités que Aude venait et quel était son métier et pourquoi elle venait en Chine? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ça ne les regardait pas et je n'avais pas envie de le faire. Mais si les gens sont tout le temps dehors, c'est parce qu'ils sont très mal logés. Et c'est une promiscuité énorme. Vous avez 40 000 habitants au kilomètre carré là-bas. C'est comme dans le Paris le plus peuplé, mais c'est beaucoup plus grand, hein. Pékin, ça fait 21 millions d'habitants. Effectivement, il y a un équilibre qui est simplement différent par rapport à l'équilibre français. Vous avez comment dire, la volonté de... vous êtes obligé de vous taire sur un nombre de choses, mais en même temps, vous avez envie de conter votre misère aux autres et personne ne va vous écouter. Et c'est nous, l'étranger, on arrive, on dit, raconte-moi. Et ils adorent. Ils ont envie de tout dire. On peut leur poser des questions qui pourraient être très, très intimes et très insolentes même. Mais ils sont prêts à affronter n'importe quoi pourvu qu'on les écoute. Et tout cela donne comme résultat l'équilibre différent des Français. Ça s'appelle l'énergie vitale. Holi, l'énergie de la vie. Et c'est extrêmement important. Ils vont se battre les uns contre les autres, en fait, contre le flic qui est en embuscade, contre la famille qui va te rectifier si tu n'es pas dans la bonne pensée, parce que pour que la famille se tienne bien, il faut que chacun se tienne bien, sinon on aura tous des problèmes collectifs, quoi, en famille face à la police. Donc, c'est vraiment un pays extrêmement fliqué, pour le coup, où les enfants ne parlent pas aux parents, les monsieur ne parlent pas avec madame, ou très peu, ou seulement de choses très matérielles, mais... oui, je ressens ça, ce pays comme ça pour le moment. Mais cette situation d'injustice et d'intolérable qui habite la Chine,
en fait un pays paradoxalement avec pas mal de bonheur et pas mal de liberté dans cette énergie vitale qui consiste à essayer de trouver le bonheur, même tout petit, là où il est, et attraper toutes les occasions de se développer, de se raccrocher aux branches, de monter un peu en gagnant un peu plus de sous ou quelque chose comme ça. Et alors l'intérêt face à l'étranger est énorme. Un peu comme si on débarquait sur la planète Mars et que les Martiens vous voyaient arriver, ils disent mais pourquoi vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et comment c'est chez vous? Vous gagnez combien? Oui, et puis en fait, c'est totalement ça. Eric, tu as très bien raconté ça de l'intérieur. L'autre chose qui m'a quand même frappée et qui est vraiment presque choquant pour nous, même si on en prend le chemin, c'est cette société qui est en même temps très traditionnelle et en même temps ultra technologique, où ils sont beaucoup plus en avance que nous sur plein de choses et avec leurs travers aussi. Par exemple, moi, ce qui m'a heurté, c'est toutes les caméras, le nombre de caméras qu'il y a Ouais, ouais. dans les rues, mais tous les 2 mètres, il y a une caméra. Voilà, après, ils sont très, très, tous un peu comme nous, mais en plus marqués avec leur Ouais, téléphone. Ils font tout avec leur téléphone, ils payent ouais, avec leur téléphone, ils se prennent tout le temps en photo. ouais, Il y a comme ça une attirance vers la technologie qui est très, très forte. ouais, Euh, voilà, une culture de l'image. Et puis paradoxalement, vous pouvez, par exemple, vous marchez dans une rue de Pékin où il y a des grands magasins avec des écrans partout. Et puis la rue d'après, vous tombez sur un temple traditionnel au milieu d'un oasis ouais, verdoyant. Vous rentrez, ouais, c'est super calme, il y a des moines et il y a comme ça une espèce de paradoxe constant en fait. Qui est en même temps ouais. passionnant et en même temps intriguant pour nous parce que c'est une société qui est complètement différente de la nôtre et qui a vécu un autre chemin, un autre tracé et qui n'a pas du tout les mêmes problématiques. Donc, Oui. Et cette technologie se divise en plusieurs éléments, quoi. Les caméras, c'est les flics. Et c'est le contrôle social. Et ça, c'est le Parti communiste qui veut éviter d'avoir à diluer son monopole de la pensée ou son monopole sur tout, son droit au tampon, son droit à autoriser les gens à faire, à vivre, quoi. Euh, Tandis que le téléphone portable et les écrans et tout ça, ça, c'est les gens qui vivent leur vie avec l'Internet et la police et l'État travaillent à toute vitesse pour brider cette liberté, mettre de la censure aussi sur l'Internet, sur le téléphone portable. Par exemple, vous traversez la rue à Shenzhen, à la frontière de Hong Kong, et vous traversez la rue hors des clous, et paf, une caméra, un écran géant de 40 mètres carrés où va vous montrer votre visage. Et en même temps, ils disent Monsieur Untel, Madame Aude Massot, Monsieur Eric Meyer a traversé les clous. En dehors des clous, honte à lui. Ils marquent ça comme ça. Et c'était une manière de vous punir immédiatement. Et en même temps, votre téléphone portable Mais va faire c'est vrai. ding. vas-y. Le téléphone portable va faire ding. Et à ce moment-là, il y a marqué comme message en SMS vous êtes taxé de 100 yuan pour avoir traversé hors des clous. 100 yuan, donc, je sais pas moi, 15 euros par exemple. Vous prenez une amende comme ça. Mais surtout, l'essentiel, c'est de vous punir face à... Tout le monde sait qui vous êtes. Votre nom est démasqué et vous n'avez pas le droit, quoi. Et je pense que ça se trouve de plus en plus dans toutes les grandes villes de Chine. Ça, c'est des expériences qu'ils font. Et s'ils considèrent que le résultat est bénéfique, sur l'autoroute, la voiture qui va un peu trop vite, paf, vous avez un panneau géant qui dit la voiture numéro tant avec le conducteur, monsieur Untel, vient d'être pris à rouler trop vite. Honte à lui, un truc comme ça. Et, euh, c'est la technologie. Le peuple, très curieusement, n'est pas tout à fait contre cette situation. Il dit d'abord les méchants, c'est pas moi, c'est les autres. Donc, ils sont punis, c'est normal, c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à faire attention. Et d'autre part, ils disent on est des gens qui, finalement, comme on a été éduqués, la seule fidélité qui doivent exister, c'est face au parti. C'est même pas face aux parents, mais au parti, d'après l'éducation qu'on reçoit. Donc, c'est chacun pour soi. Et c'est une société qui risque de devenir un petit peu violente les uns face aux autres, en tout cas désinvolte, pas de respect de l'autre. Et par rapport à ça, ils disent on a été trop loin dans cette direction-là. Maintenant, il faut qu'il y ait une espèce de grosse machine extérieure qui nous force à traverser la rue dans les clous D'accord. et qui vous donne des points en plus, un petit café si vous êtes capable de réciter la phrase de Xi Jinping comme il faut, ou alors d'avoir aidé la grand-mère à traverser de l'autre côté. Ça D'accord. donne des résultats qui ne sont pas tous hideux,
par exemple, je vois dans la rue 3 petites jeunes filles souriantes au printemps, très jolies, et chacune avec des bouquets de fleurs dans la main. Elle se précipite vers une grand-mère et lui donne un bouquet de fleurs. Tiens, grand-mère. Puis je vois, je dis, j'interviens pas. Puis elle voit un autre. Les deux jeunes filles se précipitent sur une autre grand-mère et lui donnent un bouquet de fleurs aussi. Alors là, je me rapproche des jeunes filles. Je dis, tu la connais? Elle dit, ah non, je connais pas. Mais pourquoi tu lui donnes des fleurs alors? Elle dit, parce que c'est la journée de protection des vieillards et nous, on est supposé faire participer à cette campagne. On est content de le faire. On a un bouquet de fleurs. Les vieillards, ils vont sourire et tout. Et c'est vrai. D'accord. Ah, c'est super, super intéressant. Et alors, vous avez pris des photos aussi, j'imagine, sur place. Et il a fallu aussi travailler le script. Et je voulais savoir, vous avez, j'imagine, discuté de concert pour décider de faire un album qui se découpe en scénettes, en fait, pas forcément avec un. Parce qu'il y a il y a des coupures et des pauses pour aborder chaque petit point un petit peu, c'est-à-dire d'abord l'intégration, enfin, les différentes différences avec la façon dont ça fonctionne en Chine, en France. Comment vous l'avez travaillé, ça? Alors, Eric m'a livré ses mémoires de manière brute et littéraire. C'était Et je me combien de suis. pages? Oh là, il y en avait beaucoup. Genre 500 pages d'un coup, tiens. Ouais, mais j'ai tout lu, puis j'ai trouvé que l'écriture d'Eric est hyper poétique, passionnante et vraiment très visuelle d'ailleurs. Donc il y avait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de matière et c'était très riche. Mais voilà, Eric m'a donné ses textes et puis il m'a dit regarde, pioche dedans ce qui t'intéresse. Et puis on en reparle après. Donc après, moi, j'ai fait un travail de sélection de scènes qui m'inspiraient. J'ai essayé de voir comment on pouvait structurer tout ça. Puis après, avec Eric, quand je suis venue à Pékin, on l'a fait ensemble. On a fait ce qu'on appelle un séquencier où on a choisi ensemble les séquences. Et puis, je me suis chargée de l'adaptation en bande dessinée. Et puis après, on a fait des allers-retours sur le storyboard. Donc après, Eric, il a encore rajouté aussi des choses qu'il voulait mettre ou enlever d'autres passages qui finalement paraissaient moins pertinents. On a travaillé comme ça ensemble et puis ça s'est construit petit à petit. Du coup, on a plutôt bien collaboré. Après, pour les pauses dans l'album, ça, c'est vrai que c'est peut-être plus moi qui l'ai amené. Je me rappelle plus trop, mais j'ai l'habitude de faire ça dans mes albums, de faire des respirations. Là, ça se prêtait bien puisque à chaque fois, on aborde une thématique différente. Oui, Aude a fait une Donc, structuration. Elle a permis de déterminer qu'au début, on montre comment se passe l'installation. On va parler de la maison, comment on obtient la maison, la femme de ménage, à quoi va-t-elle servir, comment est-ce qu'on l'obtient, quelles sont les difficultés matérielles d'installation. Et on ne parle pas d'ailleurs assez peu finalement de mon travail de journaliste dans cette BD. Mais ensuite, tous les dialogues, je les avais préparés au départ. Bien sûr, Aude n'a pas pu les inventer. Elle les a peut-être un petit peu adaptés ou modifiés. Toujours, en gros, ça a été un travail où Aude procède par le mot. Pardon, le contraire. Aude procède par le pinceau, l'image, l'évolution d'un dessin, tandis que moi, ce sont les mots. Et on n'a pas on voit un même monde tous les deux, mais on l'interprète pas de la même manière avec les mêmes outils. Et à la fin, pour faire une BD, il faut qu'on se mette d'accord pour comment fusionner ces deux. Et je crois que le succès de cette BD va venir de cette fusion qu'on a fait page par page ensemble. C'est pas seulement mes souvenirs, c'est aussi le travail euh, de storyboard, d'écriture du bouquin, et Aude le dessine, et c'est moitié-moitié toujours. travail de bande dessinée, en général, c'est ça, c'est vraiment l'illustrateur et l'auteur littéraire doivent tous les deux trouver un chemin commun et s'apporter des choses l'un à l'autre. Voilà, donc là, pour le coup, c'était vraiment ça. On a vraiment fait un travail en binôme, en ping-pong. C'est pour ça que ça a été un long travail, hein. On y a passé presque 4 ans. Mais au final, je pense que ça donne un objet assez beau. Et puis, la fusion journalistique et graphique, du coup, est super intéressante. Qu'est-ce qui était le plus long à faire? Qu'est-ce qui était le plus difficile?
Bah, je sais pas, à chaque étape, il y a les difficultés, hein, mais bon, le travail d'écriture, ça a été un peu long, je pense. Après, moi, le travail graphique, quand même, c'est ma première BD couleur aquarelle. Ok. Et j'ai aussi mixé un peu de numérique pour faire ressortir les avant-plans et tout. Donc, pour le coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Voilà, après, tout a été... en plus, c'est un premier album ensemble, donc il y a tout le travail de mise en place aussi, de comprendre l'autre, d'arriver à s'entendre sur des choses. Et ça prend du temps aussi. Voilà, si on en fait un autre, je pense que ça ira plus vite aussi. Mais Il y a beaucoup de choix aussi à faire. Il y a tout ce qu'on va mettre dans la BD, puis tout ce qu'on va pas y mettre, quoi. Tous les détails intimes de ma vie doivent rester dehors en général, quoi. Des choses extrêmement intimes, évidemment, on ne les met pas. Ensuite, il y a tous les aspects, toutes les choses politiques. Il faut faire attention, y compris face à, je sais pas, moi, tel personnage qui m'a fait a pu me faire des ennuis ou des difficultés, que ce soit journalistique ou de l'administration française ou de l'administration chinoise. Il faut l'amener, l'écrire, pas l'occulter, mais le mettre d'une manière qui ne montre ni haine ni insulte, en tout cas. Donc, on doit d'abord faire une espèce d'auto-analyse pour dire comment les choses se sont passées, mais que toujours ça apporte une sérénité et un regard précis sur la chaîne, mais totalement réconcilié. La vie, on l'a vécu et c'est de ça qu'on parle. Et voilà ce qu'on a vécu. On le montre avec le sourire. ça demande aussi du recul. Et puis, ce que je disais à Eric, de ne pas avoir peur d'y mettre un peu de fiction, de parfois changer. Bon, bien sûr, les noms, c'est assez important, mais parfois, s'il y a 3 personnages qui disent un peu la même chose et qu'un suffit, on mixe, voilà, on s'arrange aussi avec la réalité. C'est pas la trahir, mais c'est la BD, justement, permet ça. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, de ramener tout le temps de la fiction pour que ce soit un récit narratif rythmé, qu'on arrive à en faire quelque chose de passionnant pour le lecteur, que ce soit pas rébarbatif, qu'on précise bien les intentions, qu'on parle des thématiques, on sait ce qu'on veut dire, on le transmet. Et puis voilà, on en a fait un album de 150 pages, il aurait pu en faire 1000, mais voilà, il faut pas que ce Ça soit aurait pris ennuyeux. plus de temps quand même. Oui, et aussi, c'est pas réalisable dans une vie, donc c'est un peu tout Le ça. lecteur pourrait pas avaler les 1000 pages non plus. Bah non, puisqu'il lâcherait le bouquin au bout de la C'est ça. 100e, et c'est sûr. Mm, mm. Il y a aussi une question en fait sur le rythme avec le découpage, le fait de diviser en fait les planches en plusieurs cases, qui est du coup pas régulier là-dedans, où on a en fonction des séquences, même parfois des pages pleines aussi. Ça aussi, du coup, c'était quelque chose que vous décidez ensemble. C'était plutôt vous, vu que vous êtes l'artiste, donc vous connaissez mieux la gestion de la temporalité, et de la narration séquentielle. Oui, tout à fait. Là, c'est plus mon choix. Ma partie à moi, c'est mon job, le découpage et les choix de mettre 6 cases sur une planche ou une case sur une autre. Ça, c'est vraiment mon travail. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Après, Eric regarde et il me dit, ça marche, c'est super. Ou des fois, il me disait, bon, ça, on peut peut-être faire agencer ça autrement. Il me propose et puis on discute. Et puis, c'est comme ça qu'on Il y avait finit par des aboutir. problèmes de vraisemblance ou de réalité historique. Comment ça s'est passé? Aude l'a écrit d'une manière différente. Il y a des choses qui étaient... C'était pas comme ça que ça s'est passé, mais c'est tout à fait acceptable. Il y en a d'autres, j'ai dit, attention, là, il faut pas... C'est des tout petits détails, mais je vous cite un exemple. Il y a une histoire de déménagement et vous avez un camion qui arrive pour apporter notre déménagement d'Europe. Et le camion qu'elle a dessiné, c'est un camion un peu vieillot, mais de style plutôt japonais ou coréen, et avec un nez, l'avant est plat. Euh, un peu comme un camion Brinks de transport d'argent, quoi. Ouais. Et en fait, le camion en question, c'était un camion soviétique qui lui-même avait été pompé de l'Allemagne hitlérienne avec un museau de chien par devant. Le moteur est dans le museau. Mhm. Et c'était un camion comme ça avec une benne, ce que ton camion n'avait pas, il était complètement couvert. Et je dis attention, il est hyper important. Ce genre de véhicule que tu décris n'apparaîtront en Chine que 20 ans plus tard. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais. pour cette raison-là, on a changé, on a redessiné. Et puis, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais ce sont des tout petits détails. Mais j'ai insisté beaucoup pour qu'il y ait une véracité historique et que ce qui est dessiné soit conforme, en gros, à ce qu'on a vécu. Et ça, c'est vachement bien. C'est vraiment un témoignage, quoi. Et il y a aussi une troisième personne dans l'aventure, c'est l'éditeur.
avec qui vous faisiez aussi également des retours, j'imagine, et qui vous dictaient un peu aussi des choses, alors? Comment ça c'était? Pas du tout, non, Non non. Les Vous éditeurs. avez eu carte blanche et... On a eu ouais. carte blanche. Oui, les Ok, ouais. éditeurs en BD, en général, ils sont plutôt cool et moi, j'ai souvent la paix. Après, c'était pas forcément C'est un média d'être libre relou, hein, quand même. Hein. Mais parfois, ils ont des idées aussi précises de ce qu'ils veulent voir, et parfois, ils conseillent juste aussi s'ils pensent qu'une séquence marche moins bien ou pas. Mais du coup, non, ça... Oui, si, on peut avoir des retours plus précis sur l'écriture parce que l'éditeur, lui, il est en charge aussi de se mettre à la place du lecteur. Donc, s'il y a des choses qu'on comprend pas, il faut qu'il nous le dise. Mais là, en l'occurrence, l'éditeur nous a surtout suggéré de rallonger un peu la fin. Ouais. Oui, Je ne spoile pas, donc je ne raconterai pour des raisons dramatiques, Oui, pour des raisons de voilà. climax, d'émotion, C'est et ça. on n'en dira pas plus. Mais ce que je veux dire, c'est que l'éditeur, il est parti un peu sur un concept. Il aimait bien l'idée qu'on raconte ma vie en Chine, mais et celle de ma famille, de Brigitte, ma femme, de nos enfants qui vont naître, etc. Mais l'idée, c'est aussi l'interculturel. C'est Ouais. un questionnement de qu'est-ce que c'est que l'interculturel en sortant des universités et des grands débats à Barbe. Nous, on vit là-bas. On vit là-bas et on est avec dans la rue partout des Chinois. On sort de chez nous avec notre enfant en bas âge et il me dit, mon fils me dit plus ou moins, mais quand je parle à la nounou en chinois, est-ce que je trahis papa et maman? Et si je parle en français avec vous devant la AI, la nounou, est-ce que je trahis la AI? Qu'est-ce que ça veut dire avoir deux langues? L'enfant l'exprime avec ses questions à lui. Et nous, il faut qu'on fasse face. Il faut qu'on lui réponde en lui disant oui, ben, t'inquiète pas, c'est normal. Il y a des tas de langues sur Terre, etc. Mais tout ça, ça s'apprend. Et pour nous-mêmes aussi, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Qu'est-ce qu'on doit garder? Si la Chine veut qu'on soit hyper, comment dire, correct face à la culture chinoise, etc., ça veut dire qu'on doit écrire selon ce que demande le Parti communiste chinois. Et il n'en est pas question. Non. Et on oublie les droits de l'homme et des trucs comme ça. Il n'en est pas question non plus. Il y a des tas de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais on est d'accord avec le peuple chinois et on est d'accord pour vivre l'aventure avec eux. Ils sont contents qu'on soit parmi eux. Et l'interculturel, c'est ça. Et c'est aussi une thématique qui est très présente dans cette bande dessinée. C'est vrai qu'il y a dû avoir un peu des contradictions sûrement personnelles en vivant là-bas, d'accepter de vivre avec un régime sur lequel vous êtes a priori en principe pas d'accord sur énormément de points, notamment sur le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la liberté Oui. d'expression. Ben, en gros, la Chine me laissait moi écrire à peu près ce que je voulais, mais malgré tout, il y a d'abord, j'ai appris à me dire que notre culture française n'est pas supérieure à la culture chinoise et que nous ne sommes pas des surhommes face à des gens qui n'ont pas eu la chance de naître français. C'est une culture différente, mais pas supérieure ni inférieure. C'est très important, ça prend plusieurs années pour apprendre ça et le réaliser. Ensuite, il y a des fois où on dit maintenant, toute tolérance mise à part, ce qui se passe ici est inadmissible, intolérable. C'est le cas du massacre de la place Tiananmen. Il faut le crier haut et fort et dire je suis pas d'accord. Et en tant que journaliste, ce n'est pas souhaitable pour un pays ni pour l'humanité. Il faut se battre contre ça. Donc dans ce cas-là, je me bats à ce moment-là, en 89, comme se termine ce livre, je me bats contre le Parti communiste. Je suis devenu totalement hostile. Puis ensuite, il y a un aspect de réconciliation ou plutôt de, 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 de se taire pour vivre longtemps, parce que si on veut se prendre pour le chevalier blanc des droits de l'homme, le chevalier blanc des droits de l'homme, on ne restera pas très longtemps, quoi. Je veux dire, il faut... Alors je me pose souvent la question, si j'étais à la place de ce gouvernement, comment je ferais sur cette situation-là? Ils nourrissent quand même 1,3, 1,4 milliard d'habitants, il y a des boulots pour presque tout le monde, il y a de l'enrichissement partout, c'est pas si mal. Il y a un énorme renouvellement technologique, justement, dans des tas de choses qui nous déplaisent, qui nous déconcertent. Mais est-ce que nous sommes en état ou en situation pour les juger? Est-ce que le résultat est franchement négatif? Il est surtout impalpable. Et c'est comme ça qu'on gagne le plus en restant en Chine à modifier sa perception des choses. Non pas avec un doute par rapport aux valeurs, mais le doute sur l'idée que leur civilisation soit inférieure à la nôtre. Ça doit être radicalement mis de côté, quoi. Je veux dire, c'est pas le cas.
C'est aussi un recul qu'il faut avoir après sur la démarche artistique et la façon dont on représente un pays et une population quand on n'en fait pas partie, quand on n'y a pas vécu. C'est quelque chose qui vous avait interpellé pendant l'élaboration? Oui, oui, c'est pas évident. Après, je me suis quand même beaucoup documentée. J'ai eu accès à des photos d'archives grâce à un contact d'Éric et Brigitte d'ailleurs, qui m'a permis de vraiment bien regarder les archétypes, les physiques, etc. Après, de toute façon, il y a toujours cette question-là. Est-ce que je dessine bien les gens? C'est une autre culture. Est-ce que je suis pas dans les clichés, Mm. etc. Bon, à un moment, si on se pose trop de questions, on fait rien, quoi. Donc, moi, j'y suis allée au feeling. J'espère que personne ne se sentira vexé. Mhm. Et puis, Mais non, mais ton voilà. travail est très dynamique. Hein. Mm, Ça avance tout le temps, ça bouge. Tu as compris ça de la Chine, c'est un pays qui ne se repose jamais. Et ton écriture, enfin ton dessin non plus, il ne se repose pas. Il va toujours de l'avant. C'est toujours un peu imprévu. Puis il y a des aspects très romantiques sous la lumière bleue dans la nuit, les palais Mm. éternels et tout. C'est de très belles images, mais vous avez aussi les vélos, euh, des milliers de vélos côte à côte. Et puis vous avez le boy du Parti communiste qui vous aboie dessus pour vous engueuler. Et tout ça, ça se mélange comme un kaléidoscope dans cette BD. On passe de l'un à l'autre assez rapidement. merci. Le choix de l'aquarelle, c'était pour varier un petit peu par rapport à vos travaux précédents. Qu'est-ce que ça apporte pour vous, cette forme de mise en couleur? Ouais, j'avais envie de faire une BD en couleur. Et puis, en fait, je fais de l'illustration en aquarelle. J'avais jamais fait de BD en couleur totale en aquarelle. Donc là, j'avais vraiment envie d'expérimenter cette technique. Je trouvais que ça se prêtait bien à la Chine, en fait. Parce qu'il y a le côté estampe. Après, ça se prête bien au croquis aussi, puisque mes Ouais. carnets, je les faisais comme ça. Donc, c'est une manière de transposer ma technique de carnet dans cet album qui, pour moi, c'est vraiment un objet qui doit rester dans l'esprit carnet de voyage. Et puis bon, raconter la Chine sans les couleurs, pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc, c'est tout ça qui a fait me déterminer dans mon choix. Après, c'est un énorme travail. J'y ai passé vraiment des heures, mais je pense que le rendu est plutôt réussi. Bah, bien sûr. Je pense que c'est pas Eric qui va vous dire non, Non, c'est certain. non, mais J'espère. tout ce que j'aimais pas quand c'est arrivé, bah, je l'ai dit. Et Aude en a tenu compte très fort. C'était essentiellement une question de vraisemblance. Parce que si on ne se lâche pas soi-même, et si on ne se lâche pas l'un l'autre euh, dans la création, il y a plus d'élan, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de dynamisme. C'est essentiel de respecter la liberté de l'autre. On est en tandem, on bosse Mm. ensemble. Je Puis, fais confiance. Et puis, il y a un point crucial quand même dans cet album, un événement historique qui est abordé. Donc, on l'a dit, c'est le massacre de la place qui d'ailleurs, en plus, s'est déroulé il y a 32 ans. Je crois qu'on Oui, enregistre le 4 juin. Donc, on fête à la fois le centenaire du Parti communiste chinois, oui. mais aussi les 32 ans donc, de cette nuit terrible. C'était déjà juste, enfin, vous en rappelez encore, j'imagine, comme si c'était Bien hier. sûr, bien sûr. Alors, l'intérêt, d'abord, combien de gens sont morts le Royaume-Uni a publié son archive secrète de son ambassade il y a 2 ans, après 30 ans révolus pile, selon la loi britannique. Ils ont dit 10 000 morts. Nous, journalistes, on n'osait pas, on a dit 2 à 3 000, certains ont dit quelques centaines ou quelques milliers, mais je pense qu'on est beaucoup plus proche de... le fait pour une ambassade de sortir des chiffres tout en les gardant absolument secrets pendant 30 ans, c'est un peu une garantie de, de, de sang-froid et de professionnels qui ont essayé d'évaluer avec leurs hommes qui étaient dans la rue toute la nuit, et comme nous. Et ils ont vu ce qu'ils ont vu et ils ont dit 10 000 morts, quoi. Euh, Finalement, c'est une période qui est assez bien décrite et que j'ai décrite dans un autre livre qui s'appelle non, qui s'appelle Pékin Place Tiananmen, que j'ai publié quelques mois après le Oui, massacre. c'est sorti en 89 aussi, Oui. donc c'était vraiment juste Oui, après. Ouais. exact. Et en fait, l'avantage par rapport à tout ce qui a été écrit ou dit, l'avantage dans notre BD, c'est que on le voit à travers moi à vélo, ou à travers moi dans les manifs, dans les marches, et avant, pendant la nuit massacre, la nuit fatale, et après, en train d'écrire rageusement ce livre, Pékin Place Tiananmen, plein de, de tristesse et de larmes par rapport à tous ces jeunes que j'ai vus mourir, et que je considérais comme mes frères, quoi. Hein. Et je me suis refusé à quitter la Chine. Je suis passé à Hong Kong seul en laissant Brigitte
et notre enfant qui allait naître à ce moment-là, je les ai laissés rentrer en France. Mais moi, je suis resté à Hong Kong pour écrire et pour témoigner. J'étais comme un moine soldat, plein de sainte rage contre ce régime qui venait de commettre cette chose affreuse. Maintenant, ça se passe beaucoup plus facilement, c'est sereinement. Mais dans ce livre, la différence, c'est de montrer en situation, euh, dans la rue, et jour après jour, comment ça évolue. Et comment ça s'est fait pour justement la restitution de cette nuit particulièrement? Parce que c'est quelque chose, c'est des événements qui sont très forts, qui sont très durs aussi. Comment on choisit aussi par l'image de pouvoir montrer ça, forcément en impliquant le lecteur, mais sans aussi verser dans une forme de voyeurisme qui n'aurait pas sa place forcément dans ce genre de récit? Effectivement, c'est vraiment une question que je me suis posée. Quand même, dans Google, on trouve énormément de photos. Après, les photos les plus violentes, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça m'a obligée à justement pas verser dans le voyeurisme. Parce qu'en fait, on avait interdit cette nuit-là aux journalistes, pardon, Ouais. De sortir, d'intervenir. Hein. C'est ce que Eric raconte. Il y a des photos avant sur les manifs, ça, il y en a un paquet. Par contre, la nuit du massacre, il n'y a pas beaucoup d'images. Après, peut-être, Eric, toi, tu connais d'autres archives. Mais en tout cas, celle dont j'ai eu accès, j'en ai pas trouvé tant que ça. Donc, j'en ai retenu 2-3 fortes. J'ai voulu les mettre parce que c'est quand même important de montrer la violence si elle a eu lieu, je pense. Voilà, faut pas non plus se voiler la face. Par contre, je veux pas verser dans le voyeurisme dans le sens où parfois, et surtout dans le récit dramatique, quand on a envie d'appuyer une idée et de montrer, enfin de faire passer une idée de violence, on n'est pas non plus obligé de la montrer. On peut aussi le faire passer par des images plus symboliques et c'est d'autant plus fort justement quand il y a une part de qu'on laisse le lecteur imaginer lui-même ce qui a pu arriver. Et d'ailleurs, je vais pas spoiler non plus. Il faut que le lecteur lise l'album pour s'en rendre compte. Mais en tout cas, on a essayé de faire un travail là-dessus aussi d'évocation qui est terrifiante et qui laisse le lecteur imaginer ce que ça a pu être. Par exemple, Aude a eu tendance à me représenter au premier rang d'une manif et avec un drapeau. Ouais. Et ça, c'était une image que je refusais absolument. Je n'en voulais pas, d'abord parce que je ne veux pas me montrer, et d'autre part, ce n'était pas mon rôle. Mon rôle, c'est celui d'un témoin, donc d'un journaliste qui note et qui ensuite retransmet aux Européens sous forme d'articles ce qui est en train de se passer. Et à la fin, après coup, il y a une scène où elle me montre avec un micro ou avec un appareil photo, mais au devant, et au devant même presque sur une manif. Et finalement, j'ai accepté cette idée parce que j'étais quand même de tout cœur avec ces jeunes. Et j'aurais voulu être leur défenseur, j'aurais voulu qu'ils ne meurent pas. Et j'ai essayé de les défendre comme je pouvais. Et d'une certaine manière, l'idéal qu'ils représentaient, qui était celui tout simplement d'un dialogue avec un État qui ne voulait pas dialoguer, mais c'était aussi le mien. Il y avait une petite tendance aussi un petit peu anarchiste, je dois dire, dans toute la démarche, aussi bien la leur que la mienne, mais je me sentais très confortable dans cette idée. Et Aude elle a senti ça très fort et elle a insisté pour maintenir cette image et finalement j'ai fini par l'accepter et évoluer. Donc sous cet angle-là, je peux dire que Aude m'a aidé à structurer la BD également sous un angle émotionnel. Dans un moment extrêmement tragique, comment je me situe moi là-dedans? J'ai accepté l'idée. C'est vrai que Eric au début avait du mal à se montrer dans comme tu le disais, dans son intimité, c'est aussi les sentiments, ce qu'on ressent. Mais en fait, moi, je trouve ça hyper important parce que c'est comme ça que le lecteur s'identifie aussi. Ouais, ça peut pas être juste comme un article de journal où on mettrait que de l'information. Là, il faut une couche en plus qu'apporte. Oui, c'est ça. Et en plus, voilà, même l'aspect humain d'Eric peut avoir ses défauts, ses faiblesses. Je trouvais ça important justement d'en parler sincèrement.
je pense que tout le monde peut comprendre aussi que quand on est témoin d'un massacre, on n'a pas forcément les bonnes réactions tout de suite. On fait ce qu'on peut, voilà, on vit le truc sur l'instant présent. Donc, c'est ça qui est fort aussi, je trouve. Cette séquence est forte aussi pour ça. C'est pas que montrer ce qui s'est passé, c'est aussi montrer à travers les yeux d'Éric et son prisme à lui comment on peut vivre un tel événement et comment on s'en sort quand on est face à ça, qu'on est démuni. Et en tant que journaliste, quand on vous interdit de parler, est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut se taire? Ça, c'était une problématique aussi. Éric m'avait dit que voilà, il n'était pas à l'aise avec la réaction qu'il avait eue à l'époque. Mais moi, je lui disais, mais non, il faut justement que tu dises sincèrement, voilà, on t'a interdit de parler ce soir-là, qu'est-ce que tu fais, quoi? Est-ce que tu parles parce qu'au risque de te faire expulser ou de te faire pire, complètement ouais. censurer, est-ce que tu parles pas, mais tu parleras plus tard? Il faut être témoin, c'est la priorité. Je laisse le lecteur découvrir le choix qu'a fait Éric, mais je trouvais ça hyper intéressant justement d'en parler. Mais Voilà. c'est ce qui s'est passé. Il fallait voter pour durer. Durer, ça veut dire pas se prendre une balle, mais ça veut dire aussi pas se faire virer demain par la police, parce que pendant la nuit du massacre, je n'ai pas écrit d'article, autrement dit, mais le lendemain à 7h du matin, à 8h, j'étais à mon bureau, je commençais à écrire tout ce que j'avais vu pendant la nuit. J'ai décalé de quelques heures ce que j'avais vu pendant ce moment difficile. D'accord. Et pour finir cette émission, j'ai envie de poser une question à tous les deux. La bande dessinée, est-ce que vous pouvez le voir du coup comme vraiment une forme alternative en fait de journalisme, c'est-à-dire au-delà des articles, des reportages vidéo? Est-ce que vous considérez que c'est vraiment un médium qui peut devenir de plus en plus en fait une forme d'alternative au journalisme plus traditionnel, on va dire? Pour moi, très certainement, oui. Pourquoi est-ce que j'ai été à la BD? Ceci sera donc ma première BD publiée. Je l'ai fait pour aller retrouver la population qui lit, la jeunesse, en gros. J'ai écrit 9 livres précédemment, tous sur la Chine, et j'ai trouvé que ça se passait assez difficilement au niveau des ventes, de la lecture, de la diffusion. Et il n'y avait pas un immense retour, alors que le livre était acclamé par pas mal de gens qui l'avaient lu et par des gens qui écrivaient, qui faisaient une recension dessus. Mais je me suis dit, il faut aller vers un public nouveau qui évolue et qui est plus sensible à l'image et au mouvement qu'avant. L'écriture, c'est merveilleux. Ça a toujours existé depuis que l'humanité existe. C'est magnifique. Mais il n'y a pas que l'écriture. Il y a aussi le dessin, il y a l'art. D'ailleurs, le premier art au monde, c'est un art pariétal. C'est presque de la BD fait par les hommes préhistoriques, en fait. Et donc, j'ai envie de me frotter à ça pour me frotter à quelque chose de nouveau et qui permet de mieux que l'écriture figée, de faire passer le mouvement, les rythmes, même les émotions d'une certaine manière. Et pour vous? Enfin, vous, j'imagine que c'est déjà acquis. Oui, puis c'est vrai que je pense que Éric, la BD va lui permettre de toucher un plus large public en tout cas, parce que c'est vrai que les lecteurs de romans ou d'essais, c'est un public plus restreint. La bande dessinée, effectivement, ça permet de toucher peut-être un public plus jeune, qui n'est pas forcément lecteur d'essais journalistiques et qui là va du coup s'intéresser à ces sujets-là. Donc j'espère, c'est le but. Et puis la BD peut peut-être amener à l'écriture pure. C'est-à-dire qu'après avoir lu d'Éric Meyer en BD, peut-être qu'on a envie d'approfondir la chose en allant regarder dans les bouquins que j'ai écrits ou que j'écrirai. D'accord, très bien. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas du temps que vous nous avez accordé pour cette émission. Merci. Donc, pour rappel simplement, donc Robinson à Pékin qui est de sortie donc à retrouver au label Urban Graphic, donc dans toutes les librairies spécialisées ou non. Et j'espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous note aussi qu'il y aura un lien dans la description à la fois pour se procurer la bande dessinée, mais aussi pour aller écouter le podcast de Éric Meyer, puisqu'il en fait également, où justement il raconte la Chine. Donc ça s'appelle Les Chroniques d'Éric et c'est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute possibles et inimaginables. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain numéro de The Pulse. Salut!